Chapitre 4. Une expédition qui finit mal. J'avais raison. C'était bien le directeur de l'école, Mr. Bees, qui avait conçu cette proclamation. Je l'ai appris par le facteur Kruger, qui, quelques jours plus tard, devait me raconter toutes les péripéties de cette fameuse aventure. La conspiration nocturne des parents à l'hôtel de ville, leur départ matinal et leur peu glorieuse expédition dans la forêt de Reckling. Celle-ci, comme vous l'ignorez peut-être, recouvre la montagne au-dessus de Timpelbach et s'étend bien au-delà de la frontière du pays voisin. J'avais rendu un grand service au facteur Kruger en retrouvant une lettre chargée qu'il avait égarée au cours de sa tournée. Ce fut sans doute pour me prouver sa reconnaissance qu'il consentit à me révéler certains épisodes de cette mésaventure que nos parents auraient bien voulu tenir secret. Ah oui, Commença-t-il après avoir allumé sa pipe. nous voulions nous donner une bonne leçon. Nous voulions faire peur à tous ces galopins que vous êtes. Mais nous n'avions pas l'intention de rester absents le plus de la journée, ça non. Il tira son grand mouchoir à carreaux et s'essuya la nuque. Ah, si tu avais pu voir ça, Reprit-il. c'était un drôle de spectacle le soir dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Monsieur le maire n'arrêtait pas de crier « Il nous faut un exemple, un exemple !» De son côté, le pharmacien annonçait qu'il allait engager les poursuites contre tous les enfants de la ville pour obtenir des dommages et intérêts. Mais Monsieur Lapointe, l'avoué, lui répliquait que, juridiquement, votre responsabilité n'était pas prouvée. Kruger pouffa dans sa longue moustache, puis me fit un clin d'œil moqueur. Oh, le brigadier Kogel lui proposait de vous mettre en prison pour 3 jours. Mais l'ennui, c'est qu'à la gendarmerie, ils n'ont qu'une petite cellule qui contient tout au plus 3 personnes. Vous n'y seriez jamais entrés tous. Le directeur d'école voulait vous donner 24 heures de retenue, pendant lesquelles vous auriez écrit 1000 fois « Nous, les enfants de Timpelbach, reconnaissons que nous sommes d'indécrottables voyous. » Ah, c'est bien lui, fis-je remarquer, Les parents ne parvenaient pas à se mettre d'accord, poursuivit Kruger. l'un voulait ceci, l'autre cela, la salle des fêtes était pleine à craquer. Le maire avait convoqué toutes les grandes personnes de la ville, et même les jeunes gens ayant plus de 15 ans. La discussion n'en finissait pas. Le boucher Stettner proposait de vous donner à chacun une de ces corrections dont il bénéficiait, son fils Oscar. Votre père et M. Wank étaient indignés par ces propos. Bref, on ne s'en sortait pas. Tout à coup, M. Drone, le juge, a mis son chapeau et s'est levé. Tout le monde l'a imité, comme s'il allait prononcer un jugement. Il a fait un discours magnifique, puis que j'ai retenu mot pour mot. Pauvres parents de Timbleback, a-t-il dit, bien que je n'ai comme enfant qu'une gentille petite fille, j'ai tenu à être parmi vous en cette heure d'épreuve. Ma vieille expérience de la délinquance juvénile m'a appris qu'on ne parvient pas à élever les enfants en les battant. Les principes qui animent mon activité judiciaire aussi bien que ma vie familiale sont d'ailleurs bien connus de tous. Ne pas punir, mais corriger. Ne pas condamner, mais comprendre. Ne pas désespérer, mais prévenir. À ce moment, il y a eu quelques dans l'auditoire, car le juge Drone n'a pas la réputation d'être particulièrement tendre. Mais il a fait comme s'il n'entendait pas. C'est pourquoi, a-t-il repris, je ne refuserai pas les circonstances atténuantes à ces jeunes égarés. En effet, certains parents, que je ne nommerai pas, font preuve de négligence ou de brutalité et sont donc partiellement responsables des méfaits commis par leurs enfants. Je pense qu'il est encore temps de ramener notre jeunesse dans le droit chemin. Prouvons à nos enfants qu'ils ont besoin de nous et que nous ne sommes pas leurs ennemis. C'est pourquoi je propose de quitter la ville pour une journée entière. Si pendant 24 heures les enfants n'ont rien à boire et à manger, s'ils se trouvent sans eau, ni gaz, ni électricité, ils comprendront très vite que les parents ne sont pas seulement une plaie, mais représentent en même temps l'avantage de veiller au bien-être de leurs enfants et de la communauté tout entière. Ça, c'était un discours. Tout le monde a été enthousiasmé. On a donc décidé de quitter Timpalpack de grand matin et de n'y revenir qu'à la nuit tombée. Nous voulions vous faire une belle peur. Mais pour que cette peur fût salutaire, vous deviez être persuadé que nous ne reviendrons plus jamais. C'est pourquoi M. Bees a rédigé la proclamation que M. Kauer a imprimée la nuit même dans son atelier. Au petit jour, on baissa les rideaux des boutiques, on coupa l'eau, on arrêta l'usine d'électricité, et par mesure de précaution, on fit disparaître allumettes et briquets. Nous nous sommes retrouvés dans le jardin public peu avant le lever du soleil. Tout le monde était là, jusqu'à Madame Warner, Warner, le chef de gare, qui nous a dit que pour une fois le train pourrait partir sans lui.
Les mères qui avaient de petits-enfants les portaient sur le bras. Les hommes étaient chargés de paniers et de sacs à dos remplis de provisions. Nous avions l'intention de nous enfoncer profondément dans la forêt de Reckling pour que vous ne puissiez pas nous retrouver. Quand tous les adultes de Timpleback furent réunis, on donna le signal de départ. Au début, tout se passa très bien. Ce jour de congé inattendu nous mettait d'excellente humeur. Il faisait beau, les oiseaux chantaient, les écureuils gambadaient dans les arbres. Quelques-uns d'entre nous commencèrent à chanter de vieux refrains. Bref, nous nous sentions très en forme et nous ne regrettions pas notre escapade. À midi, on décida de faire halte. On déjeuna sur l'herbe. On donna le biberon au bébé, puis on alluma du feu pour faire le café. Après ça, une bonne sieste. 2 heures plus tard, on sonnait le départ. Nous étions maintenant au cœur de la forêt. Tout à coup, nous nous sommes trouvés à un carrefour. Personne ne savait de quel côté se diriger, à droite ou à gauche. Le maire et le directeur d'école faillirent se prendre aux cheveux. L'un voulait aller à gauche, l'autre à droite. Après une interminable discussion, Monsieur Krog et Monsieur Bise décidèrent de jouer à papier, cailloux, ciseaux. Le gagnant prendrait le chemin qu'il voudrait. À ce moment-là, j'interrompis Kruger. Que veut dire papier, caillou, ciseaux? Avant de répondre, le facteur cura sa pipe, qui s'était éteinte, puis il m'expliqua en quoi consistait ce jeu. C'est très simple, dit-il. Tu fermes ton poing et tu le balances 3 fois en l'air. La 3e fois, tu déplies 2 doigts, ce sont les ciseaux. Ou bien tu ouvres toute la main, c'est le papier. Ou encore, tu gardes ton poing fermé, c'est le caillou. Ton adversaire balance son poing en même temps que toi. Si je fais les ciseaux et toi le papier, j'ai gagné, parce que les ciseaux coupent le papier. Mais si je garde mon poing fermé, c'est toi qui gagnes, parce que le papier enveloppe le caillou. Compris, dis-je. Et si je fais les ciseaux tandis que vous faites le caillou, c'est vous qui gagnez, parce que les ciseaux ne peuvent couper le caillou. Tonnerre, s'écria Kruger, tu es drôlement intelligent, mon petit Manfred. Pourquoi n'entres-tu pas dans les PTT? On verra ça plus tard, répliquai-je en souriant. Mais racontez-moi vite la suite. Qui a gagné, Krog ou Grincheux? Et là, ça a été Monsieur Bise. Krog a fait le papier, mais Bise les ciseaux. Et voilà pourquoi nous avons eu tous ces ennuis. Naturellement, c'était le mauvais chemin, celui qui nous éloignait de Timpleback. Nous avons ainsi marché pendant 10 heures. Les femmes commençaient à se lamenter, elles reprochaient maintenant à leur mari de s'être lancés dans cette ridicule aventure. Monsieur Bise évitait de se faire remarquer. Monsieur Krog, lui, était furieux qu'on ne l'ait pas écouté. Le receveur des PTT s'était foulé la cheville et n'avançait qu'à grande peine. L'avoué, Monsieur Lapointe, qui pèse dans les 100 kilos, soufflait comme un phoque. Puis nous sommes arrivés devant une petite rivière, et il nous a fallu traverser en gué, en portant ces dames sur notre dos. Enfin, tout le monde s'est retrouvé sur notre rive avec les pieds mouillés. Hélas, nous étions tombés dans la gueule du loup, car sans nous en douter, nous venions de franchir la frontière. À peine avions-nous fait quelques pas que nous vîmes des soldats étrangers se précipiter vers nous, baïonnettes au canon. Nous avons cru que notre dernière heure venue. Les soldats nous ont entourés et nous ont conduits jusqu'au poste aux frontières, le plus proche, où l'on nous installa dans un baraquement vide. C'était la fin glorieuse de toute cette équipée. Maintenant, nous étions sous les verrous, comme des contrebandiers pris sur le fait. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, nous avons vu apparaître un important personnage venu tout exprès de la ville voisine pour nous interroger. Krog et Bise ont essayé de parlementer avec lui, mais il n'a rien voulu entendre. Nous ne parlons d'ailleurs pas la même langue, ce qui n'était pas fait pour faciliter les explications. Tous contrebandiers et tous en prison, répétait-il en ricanant. Bise a cherché à lui faire comprendre que nous avions entrepris cette longue excursion pour faire peur aux enfants. Ah ah, peur aux enfants, a-t-il dit en roulant des yeux furieux. Moi faire rapport au général. Et il a disparu. Le général devait habiter au bout du monde, car nous avons dû attendre 24 heures avant de revoir revenir notre homme. Il était accompagné cette fois d'un officier supérieur en grande tenue. Sans dire un mot, il écouta toutes nos explications, prit quelques notes sur un bout de papier, mais il s'en servit un peu plus tard pour allumer sa pipe. Puis il nous a quittés en disant « Je vais télégraphier ». À qui télégraphia-t-il? Bon, nous ne l'avons jamais su. Mais nous avons passé entre 24 heures et à nous désespérer, encore 24 heures, à nous désespérer. Les femmes pleuraient, tous maudissaient M. Drone, le juge. Il ne s'était pas retranché derrière un tas de planches dans un coin de la baraque. On lui aurait fait payer cher sa brillante idée. Enfin, nous avons vu arriver le général en personne. Bise passa 2 bonnes heures à lui expliquer que nous n'étions ni des contrebandiers ni des espions,
ni des immigrants clandestins. Bref, il fallut 2 jours et 2 nuits pour faire comprendre à ces imbéciles que nous étions d'inoffensifs promeneurs et que nous demandions seulement à retourner chez nous. On nous libéra, on nous reconduisit à la frontière, nous avons traversé de nouveau la rivière, et alors a commencé la plus belle galopade que j'ai vue de ma vie. Nous tremblions de crainte pour nos enfants, et c'était à qui arriverait le premier à Timpleback. Nous avons traversé la forêt de Reckling au pas gymnastique, et en moins de 3 heures, nous avons atteint la lisière. Timpleback était au-dessus de nous, dans la vallée. Nous nous demandions ce que nos malheureux enfants... Oh, arrêtez-vous, monsieur Kruger, dis-je en riant. Ce que les enfants ont fait pendant votre absence, c'est moi qui le raconte. Et je lui montrai ce que j'avais déjà écrit. Voyez-vous, repris-je, j'en suis justement au début du chapitre 5. La foire commence. Kruger contempla avec une admiration respectueuse les nombreux feuillets dactylographiés. « Oh, ça, c'est du travail !» reconnut-il. « J'espère que vous permettrez de lire votre histoire quand vous l'aurez terminée. »« C'est entendu, et 1000 fois merci pour votre récit. »« Oh, pas de quoi !» dit-il en se levant. « Continuez à écrire, je ne veux pas vous déranger. Et d'ailleurs, grand temps que je m'en aille. » Il secoua sa pipe au-dessus de mon aquarium, puis il ramassa sa sacoche, porta 2 doigts à son képi pour me saluer, et il gagna la porte.